Bonjour David Lisnard. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe Merci. 1. Vous êtes bien sûr le président de l'Association des maires de France, également maire à l'air de la ville de Cannes, auteur du manifeste intitulé Ainsi va la France aux éditions de l'Observatoire. Samedi, David Lisnard, auront donc lieu les funérailles du pape en présence de très nombreux dirigeants et leaders du monde entier. Son cercueil sera transféré tout à l'heure dans la basilique Saint-Pierre. Et depuis la mort de François, évidemment, les catholiques, et bien au-delà, expriment leur émotion et leur attachement à l'héritage spirituel catholique. Et on entend également en France les premières critiques, monsieur Lisnard, certains faisant remarquer que c'est un pape pour lequel la chrétienté et l'Europe ne se confondaient pas, contrairement à son prédécesseur Benoît XVI. D'autres qui affirment que c'est un pape qui a été plus qu'ambigu face à l'islamisme lors des attentats de Charlie. D'autres encore ciblent un pape woke. Et vous, que retenez-vous? Et est-ce le moment de ces critiques? Alors, ces critiques, elles sont toujours légitimes, puisque le pape, il a un pouvoir spirituel et temporel, hein, c'est ce qui le caractérise. Mais bon, je pense qu'on est dans le temps du deuil, et il sera inhumé samedi. J'avais dit, moi, de son vivant, que certaines des positions correspondaient pas tout à fait à ce que je pensais être l'intérêt de la France, notamment en matière d'immigration. Mais qu'importe, ce pape, la puissance de son message, c'est quand même la puissance d'un message universel. Et c'est l'universalisme de l'Église, qu'on soit, moi je respecte mon rôle de politique, d'athée, mais c'est cette notion de protection de l'individu, et notamment du plus fragile. Voilà, moi je n'ai pas à commenter plus que cela, c'est à chacun dans son intériorité, par rapport à ses convictions. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a un successeur qui trouve grâce à vos yeux, puisque vous avez abordé naturellement la question migratoire. On parle beaucoup notamment du cardinal Sarah, qui ici même, notamment sur Europe 1, nous avait accordé un entretien et affirmé que pour aider les migrants, avait-il dit, il fallait davantage les aider à rester chez eux plutôt qu'à venir en Europe, qui n'est plus du tout l'Eldorado que l'on pense. Voilà une parole qui n'est pas religieuse, mais qui me paraît sur le plan politique pleine de sagesse. Mais j'ai pas à sortir de ce rôle-là. Et puis on a quand même des cardinaux français dont certains sont papables. Alors moi, je reste patriote avant tout, et on va regarder cela avec intérêt. Voilà. Alors, intérêt et première polémique, même si elle est picrocolline, je voudrais vous la soumettre, David Lisnard, parce qu'elle est très symptomatique de notre pays, de notre rapport à la laïcité. Les drapeaux seront en berne samedi en France, et le simple fait que ces drapeaux soient en berne fait réagir une partie de la gauche qui affirme qu'en République laïque, les drapeaux n'ont pas à être mis en berne. Ainsi, qu'en pensez-vous? Et en somme, est-ce que deux spiritualités, l'une religieuse et l'autre républicaine, peuvent cohabiter dans ce pays? Alors, c'est deux questions, et deux très bonnes questions. Je pense que le fait de mettre les drapeaux en berne le jour des obsèques, avec la présence du président de la République aux obsèques, ne pose aucun problème pour la laïcité. En revanche, certains appelaient à un deuil national, ça aurait posé problème, vous voyez. Pour vous, un jour de deuil national est un problème? Oui, parce que c'est pas une figure de la nation. C'est une figure d'attachement de la nation et de la civilisation européenne, mais le deuil national leur envoie à d'autres critères. Bon, en revanche, mettre les drapeaux en berne, comme on peut les mettre lorsqu'il y a un drame dans le monde, me paraît sans aucune difficulté. Mais vous savez, il ne faut pas trop perdre de temps, c'est toujours des ultra-minorités extrémistes de gauche, c'est les mêmes que les associations Ligue des droits de l'homme, Libre Penseurs, qui vont attaquer la cérémonie de la Sainte-Geneviève pour les gendarmes. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est ridicule. Je pense qu'on leur accorde beaucoup trop d'importance. Sur la question de la spiritualité, évidemment qu'il faut les deux spiritualités. La France, fille aînée de l'Église, c'est pas du tout une offense à la laïcité ou à ceux qui n'ont pas la foi ou à ceux qui sont juifs ou musulmans. C'est une réalité historique et c'est une réalité qu'on retrouve dans les paysages, dans nos valeurs, dans le principe du droit, dans la notion de dignité. Et les premières jurisprudences sur la dignité sont des jurisprudences françaises, et c'est pas pour rien. Donc il y a finalement une synthèse de ces deux spiritualités, ça s'appelle la France. Donc le responsable politique pragmatique que vous êtes arrive à conjuguer la colonne vertébrale politique que vous avez avec une spiritualité, une quête spirituelle tout à fait assumée. Alors, il y a ce qui relève de l'intériorité et de l'intime. Vous l'exprimez d'ailleurs, vous êtes un catholique si vous voulez, fervent. La difficulté, c'est de ne pas exclure une partie de la population qui doit sentir en vous votre capacité à travailler, à décider en toute impartialité. Vous voyez, dans mon mandat de maire, je suis maire de ma ville, je dis toujours, je n'ai ni amis ni famille. Parce que je dois prendre des décisions qui sont des décisions qui doivent ne relever d'aucun arbitraire. Alors je ne dis pas que l'intériorité spirituelle crée de l'arbitraire, mais il ne faut pas que l'individu se dise, lui, il aura un prisme différent parce que je n'ai pas ses convictions. En revanche, ce qui est certain, c'est que la politique, elle doit être faite de valeurs qui transcendent.
Donc forcément une spiritualité. Moi, je crois même de Donc un valeurs citoyen n'est pas qu'un consommateur, si je vous écoute bien ce matin, David Lisnard. C'est ce que disait le président Pompidou, il disait on ne peut pas vivre que de frigo. Alors c'est toujours plus facile à dire quand le frigo est plein, mais enfin on ne peut pas vivre que de frigo. Oui. Saint-Exupéry, dans la lettre générale X, lorsqu'il parle de la civilisation qui est cet agencement des choses telles qu'elles devraient être, qui est ce lien invisible entre les choses. Attendez, un politique peut faire pleuvoir un chant grégorien aujourd'hui sur la France ? Oui. Ce que disait Saint-Exupéry. Et vous voyez, le président Pompidou qui a toujours scrupuleusement respecté la laïcité, qui ne mettait pas en avant sa foi, d'ailleurs beaucoup ignorée, bien a fait chanter des chants grégoriens le jour de son décès, de son inhumation, pardon. Vous n'avez pas répondu sur le catholique que vous êtes. C'est une question taboue, on peut non, la c'est pas poser. du tout une question taboue. Je suis un homme de sexe masculin, père de famille, catholique, président de Nouvelle Énergie, membre de l'Air. Ça fait partie de ma carte d'identité. Mais quand je suis maire de ma ville et quand j'exerce un mandat politique, je le répète, ça paraît dur peut-être pour ceux qui nous écoutent, mais je n'ai dans mon mandat, ni famille, ni amis. Ce qui fait partie aussi de votre carte d'identité politique, David Lisnard, c'est votre pragmatisme. Vous signez d'ailleurs un manifeste, on va en parler. Et j'en viens donc à des questions très pragmatiques. Certains diront terre à terre, mais elles sont importantes pour notre pays. Tandis que le gouvernement cherche des économies partout et qu'il travaille déjà sur le budget 2026. Vous l'avez entendu, l'exécutif n'hésite plus à mettre sur la table la contribution des retraités avec la suppression de l'abattement fiscal de 10% sur les retraites. Que pensez-vous de cette idée? Est-ce qu'on n'oppose pas quand même aujourd'hui les actifs et les retraités? Alors, la réponse est dans votre question. Il y a un problème des comptes publics liés notamment aux retraites. Il faut dire les choses. Et beaucoup n'osent pas le dire, notamment à droite, parce que les retraités, ils ne vont pas dans la rue, mais ils votent. Donc, il faut être sincère. C'est-à-dire que la moitié de l'augmentation de la dette depuis 2017, c'est le coût des retraites. Les retraites représentent dans la dépense publique 25%. C'est-à-dire 6 points de plus que toutes les collectivités, régions, départements, intercommunalités, communes. Donc c'est des réalités factuelles. Sauf que, comme de façon lâche, on ne regarde pas la réalité en face depuis des années, et je me permets de le dire, puisque ça fait des années que j'écris là-dessus et que j'en parle. On prolonge un système qui est le système de répartition, comme si c'était les tables de la loi. Tiens, on va rester dans le domaine religieux, qui était un système de circonstances, de grande dynamique démographique, où à l'époque, on faisait 4-5 enfants par actif, et donc il y avait un renouvellement et des cotisations, parce que c'est ça la répartition, c'est qu'on cotise maintenant pour les retraités. Or, et donc ce système ne peut plus fonctionner. Donc évidemment que les 10% ont peu de sens. Un abattement de 10% pour frais professionnels, ça paraît bizarre pour des gens qui ne bossent pas. Mais parallèlement, il y a beaucoup de retraités modestes. Le niveau moyen des retraites, contrairement à ce qu'on dit, est inférieur au niveau moyen des salaires. En revanche, il y a du patrimoine. Donc, pour parler clair, il faut arrêter par des petites mesures de circonstances, parce qu'on est en apnée budgétaire, d'opposer les populations, de heurter des populations, d'opposer les actifs et les retraités, mais il faut vite mettre en place un système de capitalisation qui sera la seule façon de sauver nos jeunes, de cesser de les planter par aujourd'hui un système social qui surprélève. Et puis il faut arrêter, il faut aussi aller voir toutes les dépenses sociales. On doit augmenter le revenu net des habitants, c'est ça le pouvoir d'achat. On doit baisser le coût pour les employeurs parce qu'on va être en compétitivité. Donc il faut soulever le capot social, supprimer par exemple les allocations non contributives. Bien sûr, je vais vous demander dans quelques instants jusqu'où soulever le capot social avant que la voiture les retraités qui ont les plus grosses retraites sont tout à fait capables d'entendre, contrairement à ce qu'on croit politiquement, qu'on n'est pas obligé d'indexer leur retraite forcément. S'ils ont l'impression que ça aide le pays, que ça peut aider les futures générations. Mais là, je suis désolé, ça fait des années qu'on fait des mesures sado-réformistes qui font mal, mais qui ne sauvent rien, qui n'aident rien. Est-ce que vous pensez que derrière chaque tentative, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans un entretien choc, on peut le dire ainsi, puisque les propositions le sont dans le JD News à paraître aujourd'hui, est-ce que pour vous chaque tentative d'économie comme celle-ci cache, c'est l'arbre qui cache une forêt d'augmentation d'impôts? Est-ce que vous croyez à la promesse de ne pas toucher aux impôts? Non, j'y crois pas d'ailleurs. Vous le dites mais non, mais parce que je les connais, c'est tous les technoconformistes qui nous dirigent depuis 40 ans ne connaissent que le laxisme ou, par moment, par hystérie, le rabot et l'impôt. Et donc font que la France est le pays qui a le plus de prélèvements obligatoires, impôts et charges que le reste du monde, le plus de dépenses sociales et de dépenses tout court publiques. On est à 8 points au-dessus de la moyenne de la zone euro. 8 points de plus. 8 points de PIB, pour parler clair, 3 fois 8, 24, ça fait 240 milliards d'euros de plus de dépenses publiques. Or,
On manque d'infirmiers, on manque de policiers. Pourquoi ? Parce qu'on a un système qui est plombé par la bureaucratie, parce qu'au moment où on nous dit de baisser les dépenses, on nous augmente de 13 points les cotisations employeurs sur les collectivités pour 4 ans, de 13 points. On nous dit le lendemain de la réunion du Premier ministre pour faire soi-disant des économies, le lendemain on nous dit qu'on doit multiplier dans les collectivités par 2 les investissements sur la transition énergétique. Du sujet qui Donc fâche. C'est une hypocrisie totale. Les collectivités locales, monsieur le président de l'Association des maires de France, souvent on les rend un peu responsables justement de la dépense de l'État. Ce sont un petit peu les vilains petits canards de cette dépense. Que répondez-vous à ce procès qui est fait ? Mais comme toujours, il faut faire des économies dans les collectivités, comme partout. Moi, je le prouve, pardonnez-moi, mais ça fait 10 ans, on a baissé la dette dans ma commune de 76 500 000 euros. On baisse les impôts de cette année de 3,5% dans une commune qui a un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale et d'énormes charges de centralité. Pourquoi ? Parce qu'on a réformé l'appareil public en charge de la productivité, moins d'agents mais mieux payés, des primes aux résultats, du management participatif. Les collectivités, donc on peut toujours faire des efforts et on va toujours nous montrer le rond-point de trop, la gabegie, sauf que si on est honnête jusqu'au bout, le total des dépenses des collectivités, je vais être rapide, c'est à peu près 320 milliards d'euros. Le total des dépenses de l'État, c'est à peu près 500 milliards d'euros. Les dépenses sociales, c'est 900 milliards. Quand je dirige une entreprise, si je dois baisser les charges, je regarde d'abord le gros volant. La normalité de la France, ce sont les dépenses sociales qui font qu'on décourage le travail, qu'on surfiscalise le capital, c'est-à-dire donc l'investissement et le travail, et qu'on entretient un système fou qui fait que certains peuvent vivre au crochet des autres et qu'on n'a jamais eu parallèlement autant de SDF dans les rues. Ce système ne peut plus fonctionner. Il ne peut plus fonctionner parce que vous mettez en cause le modèle social étatiste et vous dites, je ne sais pas si c'est la tronçonneuse que vous utilisez, mais vous y allez carrément, supprimant les 600 000 postes administratifs de trop, privatisant tout ce qui peut l'être, ouvrant la concurrence à tout va. Bien sûr. Bien oui, sûr. Vous le dites tranquillement, comme si vous ne prévoyez pas de réaction. Mais il y aurait des réactions, vous savez, plus de la moitié des économies, comme vous baissez la dépense, vous pouvez la baisser les charges sans créer de la dette. Donc vous les rendez en résultat net. C'est-à-dire que ce que nous allons faire, c'est ce que je propose avec Nouvelle Énergie, c'est de cotiser moins pour travailler plus. Et c'est comme cela qu'on va rétablir du pouvoir d'achat et de la justice. Le nombre de fonctionnaires qui soutiennent cette approche, on a une bonne fonction publique, des fonctionnaires qui sont mal payés parce qu'on multiplie les procédures. Des fonctionnaires qui soutiennent le fait qu'on va supprimer des postes. Mais bien évidemment. C'est pas ça d'être un peu sado, pardonnez-moi. Mais pas du tout, parce que pourquoi ? Il va y avoir 160 000 départs à la retraite de fonctionnaires par an. Donc on a une possibilité, sans être dans une vision comptable, de ne pas remplacer tous les postes, de pouvoir, de ces économies, en mettre une partie sur la réduction de la dette et une autre partie sur l'augmentation des rémunérations. Il faut moins de fonctionnaires, mieux payés, avec un mode projet, des contrats d'objectifs. Et ça, je peux vous dire que plein de fonctionnaires adhèrent à ce discours. Travaillez plus, David Lissner. Et dans la série On marche sur la tête, je voudrais vous faire réagir à une situation ubuesque. Le 1er mai, jour férié pour la fête du travail, des boulangeries devront fermer leurs portes sous peine de sanctions financières. Certains sont même contrôlés, même convoqués au commissariat. Interrogés sur ces cas, la ministre du Travail se dit favorable à une évolution de la loi, mais sans davantage de précision, laissant tout le monde dans le flou. Comment vous réagissez à ça ? Mais c'est une des milliers d'absurdités qui sont à la fois exaspérantes, mais moi qui me donnent de l'espoir, parce qu'une fois au pouvoir, recréer de la liberté. Cette situation que vous dénoncez, je l'avais dénoncée il y a 15 jours, j'avais fait une publication, une vidéo. Vous avez été l'un des premiers, effectivement. Et donc, mais qu'on foute la paix aux gens. Aujourd'hui, la boulangerie est une... Il le disait même un peu différemment. Oui. Voilà. La boulangerie fait partie de ces secteurs artisanaux qui ont une belle dynamique. Il ne faut pas croire que les employés sont sous la pression du patron pour bosser le dimanche ou le jour férié. Il y a plein d'employés et vous leur donnez une prime parce que c'est un jour férié et ça se passe très très bien. Il n'y a qu'en France qu'on est encore sur des débats du siècle dernier. Créons de la liberté, créons du revenu, créons de la souplesse et vous allez voir que la France pourra très vite revenir un pays d'espérance, d'amour et de foi. Vous voyez, je prends les 3 valeurs théologales et la boucle sera bouclée. Mais on va attendre que la fumée blanche sorte, en tous les cas dans la compétition au sein des LR entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Vous soutenez Bruno Retailleau et vous vous dites favorable, on va conclure par cela, David Lissner, sur une primaire très ouverte à droite, allant jusqu'à Éric Zemmour. C'est une forme aussi de dire, de donner, un quitus à l'Union des droites. Non, parce que l'Union des droites, c'est un concept qui renvoie notamment au Rassemblement national, qui lui-même dit « je ne suis pas de droite ». Et ils ont raison, parce que leur programme économique est totalement collectiviste.
et étatiste. Simplement, moi, je suis un pragmatique. Je ne suis pas un adepte de la primaire pour la primaire. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a un éclatement des candidatures potentielles et qu'il faut éviter, un, la division, parce que ça fait perdre, et deux, la compromission du projet, parce qu'ensuite, on fait du en même temps et on dirige, on se met tout le monde à dos. La gauche n'est pas contente parce qu'on est de droite, et la droite n'est pas contente parce qu'on fait une politique qui est trop à gauche. Donc, comme je ne crois pas à un conclave des cardinaux de droite, parce que tous ceux qui sont contre la primaire ouverte aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils proposent, eux ? Ils pensent qu'il va y avoir une onction divine, une candidature de droit divin. C'est quoi ? On prend le classement des technocrates, on prend le meilleur qui était à l'ENA. Moi, je n'ai pas fait l'ENA, et pourtant, je prétends porter une voie politique. Donc, je pense que, comme je suis de droite, je crois à la compétition. On peut plus payer le luxe d'avoir un premier tour de division. Les 3-4 points que prend M. Dupont-Aignan, les points que peut prendre une Mme Knafo, M. Zemmour, les points que pourra avoir un Édouard Philippe. Tous ces gens-là, s'ils se disent de droite vraiment, puisqu'ils se disent de droite, moi je ne crois pas que par exemple, Gabriel Attal soit de droite, mais s'ils disent de droite, qui se présentent leur projet, les électeurs de droite verront qui est de droite ou pas, qui va jusqu'au bout de la réforme, qui propose une ambition éducative. Mais c'est très simple. Vous croyez au miracle ce matin, puisqu'on parle beaucoup des... Je ne crois pas au miracle, mais je ne crois pas non plus au discours performatif, mais soit ce système est mis en place, et ce serait logique, soit il n'est pas mis en place, mais dans ce cas-là, il faudra que ceux qui le refusent assument de faire perdre la droite et de continuer à enfoncer le pays dans le socialisme. Voilà, et il faudra qu'ils l'assument. Donc maintenant, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il faut redresser le pays par un projet sécuritaire, libéral et éducatif et scientifique. Moi, j'arrive avec un projet qui va être de plus en plus finalisé. Je veux pouvoir le proposer pour faire gagner le pays. C'est pas une quête individuelle que je recherche. Pas besoin de fumée blanche. On voit bien que pour vous, la route vers 2027 est déjà un boulevard. On va voir si vous y arrivez. C'est un boulevard encombré. Mais que vous avez ouvert, si j'ai bien compris. Il y a quelques bouchons, comme ça nous a mais que vous avez ouvert. Voilà, j'essaie d'élargir et puis parfois de prendre des chemins de traverse. Bien, pour arriver à redresser le pays et à créer un élan, un élan collectif. C'est ça qui est beau. Il faut que la politique, ce soit aussi une épopée, parce que autrement, c'est d'une tristesse à mourir. Et comme disait Renan, un souffle collectif. Un souffle collectif et le patrimoine d'un legs commun, qui fait que chaque individu, c'est ce qui est beau dans la République, quelle que soit son origine, quelle que soit sa croyance, qu'il soit athée, agnostique, musulman, catholique, juif, bouddhiste, ce que vous voulez, se sent dépositaire d'un patrimoine commun. C'est ça qui est beau dans la République française. La France est une transcendance. De Gaulle nous l'a appris. Ainsi va la France. C'est le titre de votre ouvrage aux éditions de l'Observatoire. Merci David Lisnard. À bientôt et bonne journée à vous. Bonne journée.